L'ingénieur ne rêve pas à l'impossible. Il résout ce que tout le monde croyait résolu et trouve que ça ne l'était pas. Il y a une rue Farcaute à Saint-Ouen. Petite, discrète, sans plaque explicative. Le genre de rue qu'on traverse 100 fois sans demander pourquoi elle porte ce nom. Et pourtant, ce nom mérite qu'on s'arrête. Joseph Farcault est né à Paris le 23 juin 1824. Il est mort à Saint-Ouen le 19 mars 1908 à 83 ans. Entre les deux, il a déposé 194 brevets. Il a dirigé une usine de 700 ouvriers. Il a inventé un dispositif que les ingénieurs appellent aujourd'hui le servomoteur et qui, sans exagérer, a changé la façon dont les hommes gouvernent les machines. Gouverner les machines. Le mot n'est pas anodin. Le mot même, cybernétique, vient du grec kubernesis, l'art de tenir le gouvernail. Et Joseph Farcault, depuis ses ateliers de Saint-Ouen, a mis en pratique ce principe mieux que quiconque avant lui. Nous sommes en 1859. La marine française est en crise, non pas face à un ennemi, mais face à un problème d'une banalité déconcertante. Les cuirassés sont de plus en plus lourds. Leurs gouvernails pèsent plusieurs tonnes. Et pour faire tourner ces gouvernails, il faut encore des équipes de matelots manœuvrant des cabestans à la force des bras. Sur un navire de guerre lancé à pleine vapeur, dans la tempête ou le combat, c'est une absurdité. La vapeur propulse le bateau, mais ne peut pas diriger le bateau. Personne n'a encore trouvé comment faire. Joseph Farcault lui a trouvé. Et il l'a fait dans une ville qui n'est pas encore tout à fait industrielle, mais qui s'y prépare. Saint-Ouen est alors un mélange de champs, de guinguettes, de petites fabriques et de maisons de campagne. La Seine coule tout près et les bateaux à vapeur commencent à y apparaître comme des curiosités modernes. C'est dans ce paysage en transition que Farcault installe ses ateliers, entre chemin de fer et rivière, entre tradition et nouveauté. Ce que nous raconte cette rue Farcault, ce n'est pas seulement l'histoire d'un inventeur, c'est aussi celle d'une ville qui devient ouvrière, qui accueille des usines, des machines, des hommes et des femmes venus travailler le métal, la vapeur, l'électricité. Et au milieu de tout cela, un ingénieur qui pense plus loin que son temps. Pour comprendre ce que Farcault a résolu, il faut comprendre ce qu'était la régulation mécanique avant lui. En 1788, James Watt avait conçu le régulateur à boules, ce dispositif tournant, iconique, qui contrôle la vitesse d'une machine à vapeur en fonction de sa propre vitesse. Si le moteur s'emballe, les boules s'écartent, un clapet se ferme, la vapeur diminue. Si le moteur ralentit, les boules se rapprochent, le clapet s'ouvre, la vapeur augmente. La machine se régule elle-même, c'est élégant, c'est empirique, et c'est la base d'une idée bien plus grande. Cette idée s'appelle la rétroaction, le feedback, l'effet qui réagit sur la commande, le système qui s'observe lui-même et se corrige. En 1859, ce concept n'a pas encore de nom. Norbert Wiener ne naîtra qu'en 1894. Le mot cybernétique n'existera qu'en 1948. Mais Joseph Farcault, dans ses ateliers de Saint-Ouen, en pratique déjà le principe fondateur. La famille Farcault est une famille d'ingénieurs. Le père, Marie-Joseph Farcault, a fondé l'entreprise au début du siècle. Il a déplacé ses ateliers à Saint-Ouen en 1846 sur les quais, à proximité de la gare, là où se trouvera plus tard l'avenue du capitaine Glarner, ce résistant que nous avons évoqué dans notre tout premier épisode. La coïncidence géographique est troublante. Deux destins au doigt, deux rues voisines, deux formes différentes d'un même courage face à l'impossible. Joseph a grandi dans cette entreprise. Il s'intéresse d'abord à l'histoire, les archives le montrent, adolescent, passionné par les récits du passé. Puis la réalité industrielle l'emporte. Il entre à l'école centrale des arts et manufacture en 1842, en sort diplômé en 1845 et rejoint son père. En 1848, à 24 ans, il prend la tête de la maison Farcault. L'usine emploie déjà 145 ouvriers. Elle en emploiera 500 en 1872 et jusqu'à 700 en 1902. C'est dans ce contexte industriel en pleine expansion, le Second Empire, les expositions universelles, la modernisation de la flotte militaire, que Farcault pose son problème central. Comment faire obéir un gouvernail de plusieurs tonnes à une commande légère? Comment transférer la volonté du timonier vers une masse de métal que nul homme ne peut bouger seul? Il faut se représenter la situation.
Au milieu du 19e siècle, les marines de guerre européennes sont en pleine révolution technologique. On passe des voiliers en bois aux cuirassés en fer. La propulsion à vapeur remplace le vent. Les coques s'alourdissent. Les armements grossissent. Mais la barre, la commande fondamentale du navire, reste un problème d'un archaïsme frappant, des hommes, des cordes, des cabestans. La puissance de la vapeur est là, disponible, mais personne ne sait encore la plier au service de la direction. Ce retard n'est pas un détail. Sur un navire de guerre, la capacité à changer rapidement de cap peut décider d'une bataille. Dans une tempête, elle peut sauver ou perdre le bateau. Et dans les ports, de plus en plus encombrés par la croissance du commerce et des flottes, la manœuvrabilité devient un enjeu économique autant que militaire. Farco comprend très tôt que la vapeur n'est pas seulement une source de force, mais aussi un langage, un moyen de transmettre des ordres, à distance, de faire agir des masses sans que des bras humains aient à les pousser directement. C'est cette intuition qui va le conduire du régulateur de Watt au servomoteur. La réponse de Farco est d'une simplicité désarmante, une fois qu'on la connaît. L'idée, utiliser la vapeur non pas seulement pour propulser le navire, mais pour commander son gouvernail, en lisant la position actuelle du gouvernail pour réguler la quantité de vapeur envoyée vers le piston qui le déplace. Si le gouvernail n'est pas encore à l'angle voulu, la vapeur continue d'arriver. Dès que l'angle est atteint, le flux se coupe. La machine se gouverne elle-même. En 1859, Farco dépose son brevet. Il l'appelle le servomoteur, du latin servus, l'esclave, le moteur qui obéit, le moteur qui sert. La marine française teste l'invention sur le cuirassé bélier. Le résultat est immédiat. Un timonier seul, exerçant une pression de 3 à 4 kg sur une simple roue, peut désormais diriger un gouvernail, supportant des charges de 10 000 à 20 000 kg. Un cuirassé géant, rendu maniable comme une barque. La démonstration fait sensation. Farco obtient un brevet britannique en 1868. Il publie en 1873 un ouvrage de référence. Le servomoteur ou moteur asservi, ses principes constitutifs, variantes diverses, applications à la manœuvre des gouvernails, qui reste un texte fondateur de la mécanique de régulation. Son servomoteur est aujourd'hui conservé au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Mais le servomoteur n'est qu'une invention, parmi 194. Farco dépose 41 brevets entre 1854 et 1863, 88 entre 1864 et 1873, 64 entre 1884 et 1888. Machines à vapeur, régulateurs isochroniques, pompes centrifuges, alternateurs, grues, moteurs thermiques et en 1869, le premier brevet d'hydroptère jamais déposé, inscrit au livre Guinness des inventions, l'hydroptère. Cette embarcation à aile sous-marine qui soulève la coque hors de l'eau pour réduire la résistance. Farco l'a imaginée en 1869. Elle ne sera vraiment développée qu'un siècle plus tard. C'est la marque des inventeurs qui voient au trop loin. Ils ont raison avant que le monde soit prêt. Il est aussi l'un des premiers à avoir proposé, en 1876, un moteur à explosion de pétrole pour la direction des ballons dirigeables. Son ami Giffard refusera. Il lui répondra « Je suis l'homme de la vapeur. Je ne peux abandonner la machine qui a fait ma réputation et ma fortune. » Farco, lui, n'a pas cette fidélité aveugle à ce qu'il connaît. Il va là où le problème l'emmène. Cette curiosité permanente, cette absence de dogmatisme, est typique de sa génération d'ingénieurs. Ils vivent une époque où tout semble possible. La vapeur, le gaz, l'électricité, le pétrole. Ils expérimentent, comparent, combinent. Et Farco, plus que beaucoup, refuse de se laisser enfermer dans une seule technologie. L'usine de Saint-Ouen grandit avec lui. Elle participe aux grandes expositions universelles de Paris, 1867, 1878, 1889, comme vitrine de l'industrie française. À l'exposition de 1878, Farco y présente son engrenage à détente variable automatique, attaché à une machine à vapeur Corliss, qui supporte une large gamme de coupures entre 0 et 80% de la course. Les jurés internationaux saluent la conception, élégante, robuste, industriellement fiable. En 1902,
700 ouvriers travaillent sur les 4 hectares du site. On y produit des machines à vapeur à effet compound de type Wolf, des pompes motorisées, des génératrices. C'est une ville dans la ville. Une usine qui occupe un quartier entier du bord de Seine-Audouin, accessible par des embranchements ferroviaires depuis le nord et l'ouest. En 1900, Farco recrute Louis Bergeron, qui lui succédera en 1911, 3 ans après sa mort. Il faut imaginer ce que représentait cette usine pour Saint-Ouen à la fin du XIXe siècle. Une ville ouvrière en pleine expansion. Des familles entières qui vivent du travail de la forge et de la chaudronnerie. Des générations de mécaniciens formés dans ces ateliers. Farco n'est pas seulement un inventeur, c'est un patron industriel qui a ancré son entreprise dans le tissu social d'une ville, quand l'usine sera vendue puis transformée en usine Citroën. En 1924, c'est toute une histoire du travail au doigt qui change de main, sans que grand monde ne s'en souvienne. Dans les ateliers, les journées sont longues. Le bruit des machines, le choc du métal, la chaleur des fours et des chaudières rythment la vie quotidienne. Les ouvriers apprennent sur le tas, transmettent des gestes, des tours de main, des façons de sentir la machine autant que de la lire sur les plans. Farco, lui, circule entre les ateliers, les bureaux, les chantiers. Il dessine, corrige, discute avec ses chefs d'équipe. Il est à la fois ingénieur, directeur et en partie contremaître. Car Joseph Farco, officier de la Légion d'honneur, président de la Société des ingénieurs civils de France, s'éteint à Saint-Ouen le 19 mars 1908. Il est enterré au cimetière communal de la ville, dans le tombeau familial. Après sa mort, l'usine connaît des difficultés. Elle est vendue en 1915. En 1924, 16 ans après la mort de son fondateur, André Citroën en fait l'acquisition. Les ateliers qui avaient forgé le servomoteur et l'hydroptère deviennent une usine automobile. Saint-Ouen, décidément, c'est recycler, c'est révolution. Ce passage de la vapeur à l'automobile n'est pas anodin. Il marque la fin d'un cycle industriel et le début d'un autre. Les mêmes murs, les mêmes halls, les mêmes grues, mais des machines différentes, des produits différents, des rythmes différents. Et progressivement, d'autres noms sur les plaques, d'autres souvenirs dans les mémoires. Joseph Farco est parfois cité parmi les précurseurs de la cybernétique. La formulation mérite d'être nuancée. Norbert Wiener, fondateur reconnu de la cybernétique en 1948, a construit sa théorie sur la rétroaction, l'information et le contrôle. Des principes que Farco avait mis en pratique 90 ans plus tôt, sans les théoriser. Ce que Farco fait en 1859, c'est de l'ingénierie. Il résout un problème concret avec une solution mécanique élégante. Ce que Wiener fait en 1948, c'est de la science. Il nomme, formalise et généralise le principe. Est-ce que Farco fonde la cybernétique ? Non. Mais il en est un précurseur indiscutable, au même titre que le régulateur à boule de Watt, dont il améliore lui-même le principe. Il y a aussi une zone d'ombre dans le récit de Farco. Son nom reste presque inconnu du grand public. Son servomoteur est au CNAM. Mais qui va au CNAM ? Sa rue à Saint-Ouen est petite et sans plaque. Dans les récits de l'histoire industrielle française, on cite volontiers Watt, Citroën, Renault. Farco est dans les notes de bas de page. Pourquoi certains inventeurs entrent dans la légende et d'autres restent dans les archives ? Farco n'a pas fait de voiture, il n'a pas fait de moteur qui porte son nom dans la langue courante. Pas de godillot, pas de jacuzzi. Il a fait un principe que tous les systèmes asservis du monde utilisent aujourd'hui, des freins ABS aux robots chirurgicaux, sans que personne sache son nom. C'est la rançon des inventeurs fondateurs. Leur idée est tellement absorbée par la technique qu'elle devient invisible. On ne dit pas merci à Farco quand on tourne un volant. On ne dit pas merci à Farco quand un autopilote maintient le cap d'un avion. Mais Farco est là, dans le principe, dans la boucle, dans la rétroaction. Il y a une autre zone d'ombre, la question de la paternité. Joseph Farco mérite peut-être autant de crédit que l'ingénieur britannique John Macfarlane Gray pour l'invention du moteur de direction à rétroaction. Les deux travaillent à peu près à la même époque sur des problèmes voisins. L'histoire des techniques est rarement une course à un seul coureur. Elle est souvent un peloton où plusieurs esprits arrivent au même point par des chemins différents. Ce qui est certain, c'est que Farco a théorisé, breveté et publié son invention
avec une rigueur qui lui vaut une place légitime dans cette histoire. Ce que les archives ne nous disent pas clairement, en revanche, c'est ce que Farco pensait de lui-même. Pas de mémoire, pas de correspondance abondante rendue publique. Un homme de brevets et de plans, pas de confession. On le voit dans les actes, 194 actes, mais on ne l'entend guère parler de sa propre trajectoire. Cette discrétion est peut-être elle aussi une forme de caractère, l'ingénieur qui laisse l'œuvre parler. Et pourtant, cette œuvre parle. Elle parle dans chaque système qui compare une consigne à une mesure, qui ajuste en continu, qui corrige ses propres erreurs. Elle parle dans les automatismes des usines, dans les asservissements des avions, dans les commandes de direction assistée. Farco a contribué à rendre le monde plus pilotable, plus contrôlable, plus stable. Et il l'a fait depuis Saint-Ouen, dans le bruit et la fumée de ses ateliers. Nous voilà au terme de cette 3e saison de Figures de Saint-Ouen. 6 épisodes, 6 figures très différentes. André Leduc, le champion populaire, Marthe Mercadier, la comédienne inépuisable, Christiane Minazzoli, l'actrice de théâtre, Marcel Antoine Carrier, le jeune déporté béatifié, Zoé Talon, la favorite discrète d'un roi mourant, et Joseph Farco, l'ingénieur aux 194 brevets, mort dans la ville où il avait construit une usine et inventé, sans le savoir, un fragment de notre monde numérique. Ce que Saint-Ouen fait à ses figures, c'est cela, les garder, dans les noms de rues, dans les pierres du cimetière, dans les archives, parfois dans les mémoires, le plus souvent non. Mais ils sont là, présents dans la matière de la ville, dans le tracé d'une avenue qui longe l'ancien emplacement d'une usine, dans la petite plaque qui dit simplement « Rue Farco », sans explication. Ce podcast a commencé avec des plaques commémoratives dans les vieilles rues de Saint-Ouen. Il se termine avec un nom sur un panneau de rue. Cela me semble juste. L'ingénieur ne rêve pas à l'impossible. Il résout ce que tout le monde croyait résolu et trouve que ça ne l'était pas. Merci d'avoir écouté Figures de Saint-Ouen. 3 saisons, 26 épisodes, 26 vies. La ville a encore des plaques que je n'ai pas lues. Peut-être une 4e saison, un jour. Ce podcast est dédié aux ouvriers et ouvrières de l'usine Farco. 700 hommes et femmes qui ont forgé, soudé et assemblé dans la chaleur de la vapeur et dont aucun nom n'est resté. Et c'est peut-être là, dans cette foule anonyme, que se trouve la vraie figure de Saint-Ouen. Non pas un seul nom sur une plaque, mais des milliers de vies croisées, des gestes répétés, des journées entières consacrées à faire tourner les machines, à entretenir les lignes, à construire le monde moderne, sans toujours en voir le plan d'ensemble. Farco, lui, voyait ce plan. Il en dessinait des morceaux. Et il l'a fait ici, dans cette ville qui continue, aujourd'hui encore, de transformer ses usines, ses rues, ses souvenirs, pour inventer de nouvelles formes de travail, de culture et de mémoire. Si vous écoutez cet épisode en marchant dans Saint-Ouen-sur-Seine, arrêtez-vous un instant rue Farco. Regardez les murs, les portes, les fenêtres. Imaginez, derrière, le bruit des machines, les voix des ouvriers, la vapeur qui s'échappe. Et dites-vous que, quelque part, dans ce silence d'aujourd'hui, résonne encore l'écho de ces 194 brevets.